Bonjour, je m'appelle Axel Stone, j'ai 29 ans. Je suis le fondateur de Stone Venture, un fonds d'investissement doté d'un capital total d'environ 30 millions de dollars. Je vis dans le Minnesota, un endroit aux vastes forêts et aux lacs scintillants aux allures paradisiaques. C'est non seulement ma ville natale, mais aussi l'endroit qui recèle mes plus beaux souvenirs et mes blessures les plus profondes. Je suis le fils d'un avocat renommé, un homme respecté par toute la ville de Minneapolis. Mais pour moi, ce n'est pas un héros, c'est plutôt une ombre qui a toujours pesé sur ma vie. Et puis il y a mon frère jumeau, Ryder, quelqu'un que j'aime et que je déteste à la fois, que je veux protéger et aussi surpasser. C'est mon histoire des jours où j'ai lutté pour me retrouver au milieu de l'amour, de l'injustice et des dures leçons de ma famille. Je suis né dans une famille que tout le monde considérait comme parfaite. Mon père, Richard Stone, est un brillant avocat qui a bâti un empire juridique à partir de rien. Il possède l'un des plus grands cabinets d'avocats de l'État, au service de clients tels que de grandes entreprises et des politiciens influents. Mon père est grand, avec une voix grave, chaleureuse et pourtant glaciale, et un regard qui semble toujours évaluer tout ce qui l'entoure. C'est quelqu'un avec qui on n'a jamais envie de discuter, car il a toujours le don de vous rabaisser. J'ai grandi dans son ombre, et chacun de mes pas semblait exiger son approbation. Ma mère, Elizabeth, est une femme douce mais forte. Avant d'épouser mon père, elle était l'héritière d'une riche famille de Chicago. Elle a abandonné sa carrière pour devenir épouse, mère et le cœur de notre famille. Elle a des cheveux blonds dorés, des yeux d'un bleu profond qui rayonnent toujours de chaleur, et un sourire qui apaise même les tempêtes dans mon cœur. Ma mère nous aime, Ryder et moi, inconditionnellement, mais j'ai toujours senti son impuissance lorsqu'elle se trouvait coincée entre mon père et moi. Elle a essayé d'être un pont, mais les fissures dans notre famille étaient trop profondes pour que quiconque puisse les réparer. Ryder, mon frère jumeau, est une version complètement différente de moi. Même si nous partageons le même visage, il a des cheveux châtains clairs soigneusement peignés, un sourire radieux comme le soleil et une façon de parler qui captive tout le monde. Ryder est charmant, diplomate et sait toujours faire plaisir. C'est celui que mon père préfère, non seulement pour sa personnalité, mais aussi parce qu'il sait rendre mon père fier. Quant à moi, je suis direct, parfois trop direct, et je n'hésite jamais à confronter mon père quand je pense qu'il a tort. C'est peut-être pour cela que mon père et moi sommes comme les deux pôles d'un aimant, nous nous repoussons constamment. Notre maison se trouve dans un quartier aisé d'Edina, une immense demeure aux baies vitrées donnant sur un petit lac scintillant. À l'intérieur, tout est luxueux, parquet ciré, tableaux de luxe au mur et une légère odeur de parfum de luxe qui flotte dans l'air. Mais pour moi, cette maison n'est pas un foyer. Elle ressemble plutôt à une scène où chaque membre de la famille joue un rôle, et où je suis toujours l'exception. Quand nous étions jeunes, Ryder et moi étions inséparables, comme les deux faces d'une même pièce. Nous jouions ensemble dans le jardin, construisions des châteaux de sable au bord du lac et rêvions de grandes aventures. Mais en grandissant, j'ai commencé à remarquer nos différences. Ryder savait toujours faire rire mon père, rendre ma mère fière et gagner l'affection de tous. Il savait raconter une blague à propos ou dire des mots doux qui faisaient fondre les cœurs. Moi, je ne pouvais pas, je préférais dire la vérité, même si cela blessait quelqu'un. Mon père appelait ça de l'entêtement, mais moi, je l'appelais honnêteté. Je me souviens d'une fois, quand j'avais environ 10 ans, mon père organisait une grande fête chez nous pour divertir ses associés. Ryder allait et venait, serrant la main de tout le monde, affichant son sourire parfait et racontant des anecdotes amusantes qu'il avait trouvées quelque part. Les invités éclatèrent de rire, lui tapotèrent l'épaule et dirent qu'il deviendrait un homme exceptionnel. Pendant ce temps, j'étais assis dans un coin de la pièce, lisant un livre sur la bourse que j'avais emprunté à la bibliothèque. Mon père passa, me regarda avec déception et me dit, « Axel, pourquoi n'es-tu pas dehors à discuter avec les gens? Tu vas rester assis ici toute la nuit comme un excentrique ?» Je levai les yeux et répondis, « Je n'aime pas faire semblant, papa. » Il secoua la tête, s'éloigna et je sentis mon cœur se serrer. Ma mère était la seule à me comprendre. Après cette fête, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, m'a caressé les cheveux et m'a dit, « Tu n'as pas besoin d'être comme les autres, Axel. Tu es toi-même, et je t'aime pour ça. » Ces mots étaient comme une petite flamme qui réchauffait mon cœur pendant les jours les plus froids, mais malgré tous ces efforts, je me sentais toujours comme une étrangère dans ma propre famille. Mes plus beaux moments ne se sont pas déroulés dans cette luxueuse maison, mais dans la petite cabane en rondin de mes grands-parents, près d'une forêt du nord du Minnesota. Mon grand-père, Henry, était autrefois bûcheron, un homme grand, aux mains rugueuses et au sourire chaleureux.
Il avait des cheveux d'un blanc argenté et des yeux brillants qui semblaient détenir tout un monde de secrets. Il m'aimait non pas parce que j'étais talentueuse ou charmante, mais parce qu'il voyait en moi une part de lui-même, force, honnêteté et une pointe d'obstination. Chaque été, Ryder et moi étions envoyés chez nos grands-parents pendant quelques semaines. Pour moi, c'était le paradis. Je me levais à l'aube et suivais mon grand-père dans la forêt, où il m'apprenait à identifier les arbres, à écouter le vent et à retrouver mon chemin quand je me perdais. Il me racontait des histoires de forêts profondes, de loups solitaires et d'hommes qui livraient des batailles intérieures pour trouver un sens à la vie. Axel, a-t-il dit un jour, la vie est comme une forêt. Parfois, on se perd, mais si on garde le cœur sincère, on trouve toujours la lumière. Ryder, lui, n'aimait pas la forêt. Il préférait rester à l'intérieur, jouer aux échecs avec notre grand-mère ou lui raconter des histoires drôles pour la faire rire. Il savait toujours la rendre heureuse, et je ne le lui en voulais pas. Mais parfois, j'étais jalouse, Ryder parvenait à se faire aimer sans effort, tandis que je devais me battre chaque jour pour être reconnu. Ma grand-mère, Margaret, était une femme menue mais forte. Elle portait un chignon haut, avait des yeux marrons chaleureux et une voix aussi apaisante qu'une berceuse. Elle nous aimait tous les deux, mais je savais qu'elle s'inquiétait davantage pour moi. « Axel, tu as un grand cœur, m'a-t-elle dit un jour, mais tu dois apprendre à le protéger. Tout le monde ne te comprendra pas. » Ces paroles étaient comme une prophétie, car en grandissant, j'ai réalisé que ma famille n'était pas un lieu où je pouvais trouver la paix. Quand Ryder et moi avons eu 15 ans, la tension entre mon père et moi s'est accentuée. Un soir, lors d'un dîner de famille, mon père m'a annoncé qu'il souhaitait que nous allions dans un pensionnat prestigieux à Boston. J'ai immédiatement protesté. Je ne veux pas quitter le Minnesota, papa. Je veux rester ici, près de grand-mère et grand-père, près de maman. Mon père m'a regardé, le regard glacial. Axel, tu dois apprendre à vivre dans le monde réel. On ne peut pas toujours être un garçon rêveur dans la forêt. J'ai serré mon couteau fermement, essayant de réprimer ma colère. Je ne rêve pas. Je veux juste vivre en accord avec moi-même. Comme d'habitude, Ryder est intervenu pour apaiser les choses. Papa, je pense que l'école serait géniale pour nous deux. Axel a juste besoin de temps pour s'y faire. Il m'a adressé un sourire rassurant, mais je n'y ai vu que de la feinte. Je savais que Ryder ne se souciait pas vraiment du pensionnat, il voulait juste faire plaisir à notre père. Ma mère a posé sa main sur mon épaule et a murmuré, « Tout ira bien, Axel. » Mais je savais que rien n'allait bien. Finalement, je n'ai pas eu besoin d'aller à Boston, grâce à ma mère qui a convaincu mon père. Mais à partir de ce moment-là, ma relation avec lui s'est encore plus tendue. Il me considérait comme un raté, un fils incapable de répondre à ses attentes. Ryder, en revanche, était de plus en plus apprécié. Il est devenu la fierté de mon père, tandis que je suis devenu une épine dans son pied. À 18 ans, Ryder et moi avons tous deux été admis dans une prestigieuse université d'économie de Minneapolis. Ce fut un tournant dans ma vie, mais cela m'a aussi fait prendre conscience que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mon père a accepté de payer nos frais de scolarité à tous les deux, mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Axel, je ne te tiendrai pas la main comme je le fais avec Ryder. Si tu veux prouver qui tu es, fais-le toi-même. » Ces mots m'ont fait l'effet d'un couteau, mais ils ont aussi éveillé en moi une détermination farouche. J'ai juré de construire ma propre vie et qu'un jour, je ferai en sorte qu'il me regarde avec un regard différent, non pas de déception, mais de respect. À l'automne de mes 18 ans, j'ai intégré l'université du Minnesota, une prestigieuse institution d'économie où naissaient de grands rêves et où se forgeaient des ambitions. Le vaste campus, avec ses bâtiments historiques en briques rouges drapées de lierre, ses allées pavées ombragées de chênes et son atmosphère vibrante d'enthousiasme pour les jeunes étudiants, était plus qu'un simple lieu d'étude, pour moi, c'était un champ de bataille où prouver ma valeur. Ryder s'est inscrit en même temps que moi, et même si nous étions autrefois inséparables, je savais qu'à partir de maintenant, chacun de nous suivrait son propre chemin. Notre père payait nos frais de scolarité à tous les deux, mais son soutien s'arrêtait là. Il versait à Ryder une allocation mensuelle, lui achetait une nouvelle voiture pour faciliter ses déplacements et lui présentait même certaines de ses relations d'affaires. Ryder a besoin de relations pour réussir, m'a dit mon père lors d'un dîner de famille, d'un ton décontracté, comme si c'était évident. Je m'assis en face de lui, serrant mon verre fermement, essayant de réprimer la colère qui montait. Et moi, papa, demandai-je d'une voix légèrement tremblante. Il m'a regardé d'un air froid. Que veux-tu, Axel ?
J'ai payé tes frais de scolarité. N'en demande pas plus. Ma mère posa sa main sur ma cuisse sous la table, un geste silencieux, comme pour signifier qu'elle comprenait, mais son réconfort ne parvenait pas à effacer ce sentiment d'abandon. Je savais que mon père ne croyait pas en ma réussite, il me trouvait trop rigide, trop têtu et pas assez futé pour survivre dans le monde instable des affaires. J'étais déterminé à lui prouver le contraire. J'ai commencé mes études universitaires avec un état d'esprit différent de celui de Ryder. Tandis qu'il s'inscrivait dans des clubs étudiants, participait à des fêtes fastueuses et se construisait un réseau, je me suis investi dans mes études et mon travail à temps partiel. J'ai trouvé un emploi à la bibliothèque universitaire, où je rangeais des livres et aidais les étudiants à trouver des ressources. Le travail n'était pas prestigieux, et le salaire couvrait à peine ma nourriture et mes manuels, mais il me procurait un sentiment de liberté, je n'avais pas besoin de demander de l'argent à mon père ni de m'incliner devant qui que ce soit. Chaque soir, je m'asseyais dans un coin de la bibliothèque pour lire des ouvrages sur la bourse, l'analyse financière et les stratégies d'investissement. Chiffres, graphiques et tendances du marché étaient devenus mon univers, un lieu où je pouvais tout contrôler et où personne ne me jugeait. Ryder, en revanche, menait une vie bien plus brillante. Il devint rapidement une star parmi les groupes étudiants, toujours invité à des événements importants et même sélectionné par un professeur d'économie renommé comme assistant de recherche. J'entendais des gens chuchoter à son sujet dans les couloirs, Ryder Stone est vraiment talentueux. Il va réussir. Chaque fois que j'entendais ces mots, je ressentais un mélange de fierté et d'amertume, fierté parce que Ryder était mon frère, amertume parce que je savais qu'une grande partie de son succès venait du soutien de notre père et du charme naturel qui me manquait. Un soir d'hiver, pendant notre première année, Ryder et moi étions assis l'un en face de l'autre à la cafétéria du campus. Dehors, une épaisse couche de neige recouvrait le campus d'un manteau blanc. Ryder portait un pull en cachemire coûteux que notre père lui avait offert, tandis que je portais une vieille veste usée. Il me regarda avec son sourire familier. « Axel, pourquoi ne pas rejoindre le club des jeunes entrepreneurs avec moi? Il y a des gens qui valent la peine d'être rencontrés. Ils pourraient t'aider plus tard. » J'ai pris une gorgée de mon café froid et j'ai répondu, « Je n'ai pas besoin de ces relations, Ryder. Je veux faire les choses par moi-même. » Il haussa les épaules avec un léger sourire. « Tu es tellement têtu. Je veux juste ton bien. » Je savais que Ryder n'avait aucune intention de mal, mais ses paroles me firent l'effet d'une gifle. Il ne comprenait pas que je ne voulais pas suivre son chemin, celui tracé par notre père, où tout était plus facile. Je voulais tracer ma propre voie, aussi difficile soit-elle. En deuxième année, j'ai commencé à investir en bourse grâce aux maigres économies de mon emploi à temps partiel. J'ai ouvert un compte de trading en ligne, passant des heures à rechercher des entreprises, à analyser des rapports financiers et à prédire les tendances du marché. La première fois que j'ai acheté des actions, mon cœur battait la chamade, comme si j'avais parié ma vie. J'ai choisi une petite entreprise technologique, persuadé que son produit décollerait en quelques années. 3 mois plus tard, le cours de l'action a doublé et j'ai réalisé un bénéfice de $500. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était ma première victoire, la preuve que je pouvais réussir sans l'aide de mon père. Pendant ce temps, Ryder se concentrait sur le développement de sa marque personnelle. Il a rejoint un projet de start-up avec des amis fortunés, créant une application pour mettre en relation les petites entreprises avec les investisseurs. Notre père lui a fourni le capital initial, et ma mère m'a dit qu'il avait même engagé un conseiller juridique pour l'aider à peaufiner son business plan. Je n'étais pas surpris, mais ça m'a quand même fait mal. Mon père ne m'a jamais demandé ce que je faisais, il ne s'est jamais intéressé à ma passion pour la bourse. Pour lui, j'étais juste un enfant têtu, indigne d'un investissement. Ma mère était la seule à toujours être à mes côtés. Chaque week-end, je rentrais pour les dîners de famille, et elle trouvait toujours le moyen de me parler en privé. Un jour, elle m'a tendu une boîte de biscuits maison, les yeux brillants de fierté. « Axel, j'ai entendu dire que tu investissais en bourse. Tu te débrouilles très bien, mon fils. » J'ai souri, sentant une chaleur m'envahir. « J'essaie juste des choses, maman. Je ne suis pas encore au top. » Elle me prit la main d'une voix douce. « Tu n'as pas besoin d'être génial pour l'instant. Sois juste toi-même. Je crois que tu accompliras de grandes choses. » Ces paroles ont été comme une brise qui a dissipé les doutes dans mon cœur. Mais mon père était différent. Un soir, alors que je parlais négligemment de mes investissements boursiers lors d'un dîner de famille, il s'est moqué de moi. « La bourse ? Tu crois pouvoir battre le marché, Axel ?
C'est un jeu de hasard, pas un endroit pour les gamins têtus comme toi. Je serrai les poings sous la table, essayant de garder mon calme. Je ne joue pas, papa. Je fais des recherches, j'analyse et je sais ce que je fais. Il m'a regardé d'un air glacial. Qu'est-ce que tu sais? Tu es trop jeune, trop arrogant. Si tu échoues, ne t'attends pas à ce que je te tire d'affaire. Ma mère intervint d'une voix inquiète. Richard, Axel fait des efforts. Tu devrais le soutenir. Mais mon père a simplement secoué la tête et s'est tourné vers Ryder pour lui demander à propos de sa start-up comme si je n'existais pas. À ce moment-là, j'ai compris que je ne luttais pas seulement pour faire mes preuves, je combattais aussi les doutes de mon père. Il ne croyait pas en moi, et peut-être ne croirait-il jamais en moi. Mais au lieu de me laisser abattre, j'en ai fait une motivation. Je me suis juré de réussir, non pas pour plaire à mon père, mais pour prouver que je n'avais pas besoin de son approbation pour devenir un homme. Dès ma première année, j'ai commencé à connaître quelques succès en investissement. J'ai constitué un portefeuille d'actions d'une valeur de 5 000 $, principalement grâce aux profits de transactions précédentes. J'ai également rejoint un club d'investissement à l'école, où j'ai pu échanger avec d'autres étudiants et partager mes connaissances. Pour la première fois, j'avais le sentiment d'appartenir à un endroit où l'on me respectait pour mes compétences, et non pour mon nom de famille ou mes relations. Un professeur du club, Monsieur Thompson, a remarqué mon potentiel. Un après-midi, il m'a invité dans son bureau et m'a remis un livre sur l'investissement axé sur la valeur. Axel, tu as un bon instinct, dit-il. Mais pour réussir, il faut de la patience. Ne te laisse pas guider par tes émotions. J'ai hoché la tête, avec le sentiment d'avoir trouvé un mentor. Pendant ce temps, Ryder continuait de briller. Sa start-up a attiré l'attention d'un fonds de capital risque et il est apparu dans un journal étudiant sous le titre « Un étudiant de l'université du Minnesota et son rêve d'1 million de $. J'ai lu l'article à la bibliothèque, le cœur partagé entre fierté et envie. Ryder ne réussissait pas seulement, il le faisait sans effort, comme si tout était écrit d'avance. Je me suis demandé si je n'étais pas sur la mauvaise voie, si ma persévérance n'était que pure folie. 4 années d'université passèrent en un clin d'œil, et Ryder et moi obtînmes tous deux notre diplôme avec mention. Le jour de la remise des diplômes, je me tenais parmi la foule et regardais mes parents applaudir depuis les tribunes. Ma mère affichait un sourire radieux, tandis que mon père hochait légèrement la tête, le visage impassible. Après la cérémonie, il a tapoté l'épaule de Ryder et a dit « Je suis fier de toi, mon fils ». Puis il m'a regardé et m'a dit simplement « Bon travail, Axel, rien de plus, rien de moins ». Je me forçais à sourire, mais une tempête faisait rage en moi. J'avais tout fait pour faire mes preuves, mais aux yeux de mon père, je n'étais encore qu'une faible ombre à côté de Ryder. Ce soir-là, lors de la cérémonie de remise des diplômes à la maison, mon père nous a invités, Ryder et moi, dans son bureau. Il s'est assis derrière son grand bureau en bois, les mains jointes, d'un ton sérieux. Ryder, je t'accompagnerai dans le lancement de ton entreprise, 1 million de $ et les conseils de mes associés. Tu es prêt à entrer dans le monde réel. Ryder hocha la tête, les yeux brillants. Merci, papa. Je ne te laisserai pas tomber. Puis mon père s'est tourné vers moi. Axel, que veux-tu faire? Mais quoi qu'il en soit, souviens-toi que je ne te soutiendrai pas. Tu dois te débrouiller seul. Comme il le disait toujours. Je l'ai regardé droit dans les yeux, d'une voix ferme. Je travaillerai en bourse. Je n'ai besoin de rien d'autre que de moi-même. Mon père haussa un sourcil, surpris par mon assurance. Bien, mais ne t'attends pas à ce que je te sauve si tu échoues. J'ai hoché la tête et je suis sorti de la pièce, à la fois soulagé et blessé. Mon père ne croyait pas en moi, mais je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je croyais en moi, et c'était ce qui comptait le plus. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, les yeux rivés sur le plafond de cette pièce familière que je connaissais depuis l'enfance, les murs blancs, la bibliothèque remplie de livres de finances, le bureau en bois où j'avais passé d'innombrables heures à étudier la bourse. Tout cela m'était familier, mais maintenant, c'était comme les vestiges d'un chapitre clos. Je savais que je ne pouvais plus rester dans cette maison. Plus longtemps, non pas parce que je détestais mon père ou parce que je n'aimais pas ma mère et Ryder, mais parce que j'avais besoin d'un espace pour respirer, pour devenir l'Axel Stone que je voulais être, pas la version que mon père attendait, ni une ombre de Ryder. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages, une vieille valise, quelques vêtements, mon ordinateur portable et une pile de livres sur les placements.
Ma mère se tenait à la porte de ma chambre, les yeux rouges. « Tu es sûr de vouloir y aller, Axel ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. J'ai hoché la tête en essayant de garder une voix posée. « Il faut que je fasse ça, maman. Je ne peux pas rester ici et me sentir exclu. » Elle m'a serré fort dans ses bras, son souffle chaud sur mon épaule. « Tu m'auras toujours, où que tu sois », a-t-elle murmuré. Je savais que ma mère m'aimait, mais son amour ne suffisait pas à combler le fossé qui nous séparait de mon père. Il n'était pas à la maison quand je suis parti, il était à son bureau, comme d'habitude, occupé par des procès de plusieurs millions de dollars. Je n'étais pas surpris, mais j'ai quand même ressenti un pincement au cœur. J'ai laissé un mot sur la table à manger. Je pars trouver ma propre voie. Merci, maman et papa, pour tout. Je n'étais pas sûr que mon père le lirait, mais j'avais besoin de le faire pour clore le vieux chapitre de ma vie. J'ai loué un petit appartement dans le centre-ville de Minneapolis, près du quartier financier. L'appartement faisait à peine 40 mètres carrés, avec une chambre exiguë, un coin cuisine délabré et une fenêtre donnant sur une rue bruyante. Les murs s'écaillaient, le parquet craquait à chaque pas, mais pour moi, c'était le paradis. Pour la première fois de ma vie, j'avais un endroit qui m'appartenait, où je n'avais à me plier aux attentes de personne. Les économies réalisées grâce à mon emploi à temps partiel pendant mes études ne me suffisaient que pour quelques mois. Je savais qu'il me fallait trouver du travail immédiatement. J'ai envoyé des CV à des dizaines de sociétés de bourse, des grandes entreprises aux petits fonds d'investissement, mais le marché du travail n'était pas clément pour un jeune diplômé comme moi. La plupart des entreprises exigeaient de l'expérience, ce qui me manquait, ou des relations, que je refusais de rechercher par l'intermédiaire de mon père ou de qui que ce soit d'autre. J'ai reçu quelques appels pour des entretiens, mais la plupart se sont soldés par des refus polis. « Vous avez du potentiel, mais nous avons besoin de quelqu'un de plus expérimenté. » Ces débuts à Minneapolis furent difficiles. Je vivais de nouilles instantanées, de café bon marché et d'un sommeil agité. Chaque matin, je me levais à 5 heures et m'installais devant mon ordinateur portable pour analyser le marché, espérant gagner un peu d'argent avec mon petit portefeuille d'investissement, mais le marché ne me favorisait pas toujours. Un jour, j'ai parié sur une entreprise énergétique, persuadé que son action allait monter, puis un rapport défavorable est sorti et j'ai perdu près de $1000, de quoi payer 2 mois de loyer. J'étais assis dans mon appartement froid, les yeux rivés sur l'écran rouge, avec l'impression que le monde se moquait de moi. Mais j'ai pris une grande inspiration, me souvenant des paroles de mon grand-père, « La forêt n'est jamais facile, Axel, mais il faut persévérer. » Après 3 mois de persévérance, j'ai finalement reçu une offre d'emploi d'une petite société de valeurs mobilières, Blue Wave Investment. Le poste était simplement celui d'assistant analyste, avec un salaire juste suffisant pour vivre, mais c'était un premier pas. Le premier jour, j'ai enfilé un vieux costume, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, « Tu peux y arriver, Axel. » L'entreprise était située dans un bâtiment moderne en verre, rempli d'hommes et de femmes en costume qui s'activaient. Je me sentais un peu à l'écart, mais aussi enthousiaste, c'était mon monde, celui où je pouvais prouver ma valeur. Le travail n'était pas aussi prestigieux que je l'avais imaginé. Je passais le plus clair de mon temps à saisir des données, à exécuter des modèles financiers simples et à effectuer diverses tâches pour des analystes seniors. Mais j'ai beaucoup appris, comment lire des rapports de résultats, évaluer les risques et rester calme en cas de krach boursier. Je travaillais 14 heures par jour, parfois le week-end, juste pour suivre le rythme. Mes collègues, pour la plupart plus âgés que moi, m'ont d'abord peu écouté, mais ils ont progressivement remarqué que je n'étais pas qu'un jeune homme rêveur. Un jour, j'ai repéré une erreur dans un rapport sur une entreprise technologique, et ma suggestion a permis à l'entreprise d'éviter une perte importante. Mon patron, un homme sévère nommé Daniel, m'a tapoté l'épaule et m'a dit « Bon travail, Axel ». Ce compliment a été comme une étincelle, ravivant ma conviction que j'étais sur la bonne voie. La vie s'est lentement stabilisée, mais je me sentais toujours vide. Je contactais rarement ma famille. Ma mère m'appelait chaque semaine pour me tenir au courant des progrès de Ryder et de ses succès, sa start-up se développait grâce à l'investissement et aux relations de mon père. Ryder vient de signer un gros contrat, dit-elle d'une voix fière. Et toi, Axel? Tu vas bien? Je souris au téléphone, dissimulant mon amertume. Je vais bien, maman. Je fais ce que j'aime. Mais après avoir raccroché, je restais assise dans le noir, me demandant si je ne menais pas un combat inutile pour traquer l'ombre de Ryder. Je ne rentrais pas souvent chez moi, non pas parce que ma mère ne me manquait pas, mais parce que j'appréhendais d'affronter mon père.
Les rares fois où je le faisais, je ne restais que quelques heures. Mon père ne me posait pas de questions sur mon travail, se contentant de bavarder. Ryder essayait de m'entraîner dans la conversation, mais je gardais mes distances. Je ne le blâmais pas, mais je ne supportais pas d'être comparé, même involontairement. Au lieu de cela, je rendais souvent visite à mes grands-parents. Leur petite cabane en rondin, nichée au cœur d'une forêt de pins à perte de vue, était le seul endroit où je me sentais en paix. Mais à chaque visite, je remarquais que mon grand-père s'affaiblissait. Il était toujours grand, gardait son sourire chaleureux, mais ses pas étaient plus lents et il toussait souvent quand il faisait froid. Ma grand-mère disait qu'il souffrait d'une pneumonie chronique, conséquence de ses années passées comme bûcheron dans un froid mordant. J'étais inquiet, mais il gardait toujours l'idée pour lui. « Ne me regarde pas comme ça, Axel, dit-il avec un rire rauque. Je suis vieux, la maladie est normale. Mais je suis fier de toi. Tu vivrais, comme je te l'ai appris. » Un après-midi, chez mes grands-parents, mon grand-père et moi étions assis près de la cheminée, écoutant le crépitement du bois. Il me racontait de vieilles histoires sur la forêt profonde, sur l'époque où il luttait pour subvenir aux besoins de sa famille. « Tu es comme moi, Axel, m'a-t-il dit un jour, les yeux brillants. Tu as un cœur fort, mais aussi vulnérable. Ne laisse pas le monde te faire oublier qui tu es. » J'ai hoché la tête, ressentant un lien profond avec lui. Mon grand-père n'était pas seulement un membre de ma famille, il était mon mentor, mon guide. Par une froide journée d'hiver, alors que j'étais au bureau, ma grand-mère m'a appelé d'une voix tremblante. « Axel, ton grand-père, il est très faible. Tu peux venir ? » J'ai tout laissé tomber et j'ai fait 3 heures de route depuis Minneapolis jusqu'à leur maison. À mon arrivée, mon grand-père était allongé dans son lit, le visage pâle, la respiration haletante. Je lui ai tenu la main, sentant la rugosité de ses doigts qui m'avaient appris à tenir une hache, à lire les traces dans la forêt. « Grand-père » ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Il sourit faiblement. « Ne pleure pas, Axel. Tu es un homme fort, sois sincère, comme je te l'ai appris. » J'acquiesçai, mais mon cœur se brisait. Quelques jours plus tard, mon père a décidé de faire hospitaliser mon grand-père, même s'il savait qu'il ne le souhaitait pas. Ma grand-mère, mon père et ma mère se sont relayés pour rester auprès de lui. Je lui rendais visite tous les soirs après le travail. Environ 2 semaines après son admission, mon grand-père est décédé. Le soir de son départ, j'étais assise près de la fenêtre de l'hôpital à regarder la neige tomber, avec l'impression que le monde s'était écroulé. Il était le seul à avoir toujours cru en moi, à avoir vu qui j'étais vraiment. Le perdre, c'était comme perdre une partie de mon âme. Les flocons blancs tourbillonnaient à travers la vitre, tombant sur les rues tranquilles de Minneapolis et je me demandais s'il était là, quelque part dans le vent, dans la forêt, à m'observer comme il le faisait quand j'étais enfant. Je serrais fort contre moi le collier en bois qu'il m'avait offert à 10 ans, un morceau de pain sculpté d'un loup, symbole de résilience et de liberté. « Tu es un loup, Axel » m'a-t-il dit un jour. Ne te laisse pas enfermer. Les jours qui suivirent furent comme un brouillard. Je continuais à travailler chez Blue Wave Investment, mais je faisais les choses machinalement. J'analysais des rapports, saisissais des données, assistais à des réunions, mais mon esprit revenait sans cesse à la cabane en bois dans la forêt, au rire de cheval de mon grand-père, aux après-midi où il m'apprenait à lire les traces d'animaux. Chaque fois que je pensais à lui, ma poitrine se serrait comme si on me serrait le cœur. 4 jours après le décès de mon grand-père, ma grand-mère m'a appelé, la voix faible mais s'efforçant de garder son calme. « Axel, peux-tu venir ? On prépare les funérailles de ton grand-père. » J'ai pris quelques jours de congé et me suis rendu en voiture à la maison en bois du nord du Minnesota. La route familière, bordée de pins majestueux et d'un léger parfum de résine, était désormais imprégnée d'une tristesse indescriptible. À mon arrivée, ma grand-mère se tenait sur le porche, les yeux rouges mais toujours affichant un doux sourire. « Tu es là ?» dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Je la serrai fort contre moi, ressentant la fragilité de son corps. Ma grand-mère avait toujours été forte, mais je savais que la perte de mon grand-père signifiait pour elle une douleur silencieuse. Les funérailles de mon grand-père eurent lieu dans une petite église près de la forêt. L'air était glacial et le souffle de chacun formait des nuages blancs dans le ciel. Ma famille était là au grand complet, ma mère, le visage sombre mais s'efforçant de garder son calme, Ryder, dans un élégant costume noir, le regard pensif, et mon père, debout, le visage impassible. Des habitants de la ville étaient également présents, ceux qui avaient travaillé avec mon grand-père, qui avaient écouté ses histoires au coin du feu.
Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont offert des mots de réconfort et ont partagé des souvenirs de lui, le bûcheron robuste, l'homme qui aidait toujours les autres sans rien attendre en retour. Debout devant le cercueil de mon grand-père, je contemplais son visage pour la dernière fois. Il paraissait paisible, comme endormi, mais je savais qu'il était parti pour toujours. J'ai posé ma main sur sa poitrine et murmuré « Merci, grand-père, pour tout ». Ma mère se tenait à côté de moi, me tenant la main, les larmes coulant silencieusement. Ryder se tenait derrière, silencieux, mais je sentais sa présence. Mon père, comme d'habitude, gardait ses distances, le regard fixé au loin, comme s'il pensait à quelque chose de plus important que les funérailles de son propre père. Après les funérailles, la famille fut convoquée chez un notaire en ville pour la lecture du testament. Je n'attendais pas grand-chose, mon grand-père m'avait déjà tant donné, ses leçons, ses histoires et la conviction que je pouvais être moi-même. Je pensais qu'il laisserait la cabane en bois à ma grand-mère et peut-être quelques économies pour la famille. Mais en entrant dans le bureau de l'avocat, une petite pièce où flottait une odeur de vieux bois et de bibliothèque poussiéreuse, j'ai senti une étrange tension dans l'air. Nous étions assis autour d'une longue table en bois, ma mère, mon père, Ryder et ma grand-mère. L'avocat, maître Peterson, était un homme âgé aux cheveux blancs et aux lunettes rondes. Il ouvrit une enveloppe marron, la voix posée, tandis qu'il commençait à lire. Ce testament a été rédigé par Monsieur Henry Stone le 15 octobre 2020, en présence de 2 témoins. L'intégralité du portefeuille d'investissement de Monsieur Henry Stone, actuellement évalué à environ 5 millions de dollars, est légué à Axel Stone. La pièce semblait s'arrêter de respirer. Je me suis retourné, sentant le sang me monter à la tête. 5 millions de dollars, mon grand-père possédait un portefeuille d'investissement dont je ne l'avais jamais entendu parler. J'ai regardé ma grand-mère, espérant des réponses, mais elle s'est contentée d'un faible sourire, comme si elle avait toujours su. Ma mère me serra la main, les yeux pétillants de fierté. Ryder était assis en face de moi, les mains serrées, le visage figé. Mon père fronça les sourcils, son regard glacial fixé sur Monsieur Peterson. « Quoi » dit-il d'une voix basse mais teintée de colère. Mon père avait un portefeuille de 5 millions de dollars, et tout va à Axel, rien pour les autres? Monsieur Peterson ajusta calmement ses lunettes et continua sa lecture. Monsieur Henry a également laissé une lettre pour Axel. Il me tendit une petite enveloppe soigneusement scellée. Je l'ouvris, les mains tremblantes, et lus les mots manuscrits de mon grand-père, une écriture forte et pourtant pleine de chaleur. Axel, mon petit-fils, tu es celui en qui j'ai le plus confiance. Tu as la résilience et l'honnêteté que j'ai toujours chérie. Ce portfolio est l'œuvre de ma vie, non pas pour me vanter, mais pour construire un avenir. Je sais que tu l'utiliseras pour créer quelque chose de grand, non seulement pour toi-même, mais aussi pour les valeurs que je t'ai inculquées. Ne te laisse pas influencer. Sois le loup fort que tu as toujours été. Des larmes coulaient, imbibant la lettre. J'avais l'impression que mon grand-père était là, à mes côtés, me guidant toujours comme il l'avait toujours fait. Mais en levant les yeux, j'ai vu les yeux de mon père, un mélange de colère et de déception. Ce n'est pas juste, dit-il d'une voix glaciale. Mon père a tout légué à Axel, un enfant têtu et sans expérience. Je suis son fils. Je mérite ma part. Ryder ne dit rien, mais je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. Ma mère serra plus fort la mienne, comme pour me protéger de la tempête qui s'annonçait. Monsieur Peterson s'éclaircit la gorge, tentant d'apaiser la tension. C'est la volonté de Monsieur Henry, Monsieur Richard. Le testament a été rédigé légalement devant témoins. Personne ne peut le modifier. Mon père se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est du favoritisme, siffla-t-il. Axel n'est pas capable de gérer cet argent. Il va tout gâcher. Tu penses que je n'en suis pas capable? Demandai-je d'une voix calme et tranchante. Grand-père croyait en moi. Pourquoi pas toi? Mon père me fixait d'un regard perçant. Parce que tu n'es pas Ryder, gronda-t-il. Tu n'as ni la finesse ni la vision. Tu n'es qu'un enfant têtu, et mon père a eu tort de te faire confiance. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Ma mère se leva, la voix tremblante mais résolue. Richard, ça suffit. Axel est ton fils, et tu devrais être fier de lui, comme l'était ton père. Mon père se détourna, silencieux, mais je vis ses épaules trembler légèrement, comme s'il luttait avec lui-même. Ryder prit enfin la parole, d'une voix calme mais froide. Félicitations, Axel. Tu le mérites.
Mais son regard ne correspondait pas à ses paroles, j'y ai vu de l'envie, de la douleur et une pointe de trahison. Je voulais expliquer que je ne m'attendais pas à cela, mais je savais que les mots n'auraient plus de sens maintenant. Ma grand-mère, restée silencieuse tout du long, se leva. Sa voix était douce mais ferme. Henri a choisi Axel parce qu'il a vu le cœur du garçon. Tu ne comprendras peut-être pas, mais respecte sa décision. Elle regarda mon père, puis Ryder, et enfin moi. Axel, tu sais ce que tu as à faire. J'ai hoché la tête, sentant le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. Ces 5 millions de dollars n'étaient pas seulement une richesse, c'était l'héritage de mon grand-père, sa confiance, ses valeurs et les leçons qu'il m'a transmises. La lecture du testament s'est terminée dans la tension. Mon père est parti sans un mot. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de le suivre jusqu'à la voiture. Ryder m'a tapoté l'épaule avec un sourire étrange. Fais bien, Axel. Ne laisse pas tomber grand-père. J'ai hoché la tête, mais je savais que les choses entre moi et Ryder et entre moi et mon père avaient changé à jamais. Je suis rentré à Minneapolis avec la lettre de mon grand-père, un mélange de fierté et de pression au cœur. Je ne savais pas comment gérer une somme aussi importante, mais je savais que je ne pouvais pas échouer. Dans mon petit appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à examiner le portefeuille de mon grand-père, une collection soigneusement constituée d'actions de premier ordre, d'obligations et de quelques ETF, constituées au fil des ans. J'ai réalisé que mon grand-père n'était pas qu'un bûcheron, c'était un investisseur avisé qui avait discrètement amassé une fortune dont personne dans la famille n'avait connaissance. Les semaines qui ont suivi ont été intenses. Le jour, je travaillais chez Blue Wave, apprenant auprès d'analystes seniors, la nuit, j'étudiais les avoirs de mon grand-père, cherchant des moyens de les optimiser. Je ne voulais pas simplement préserver l'argent, je voulais le faire fructifier, comme mon grand-père le croyait capable. Mais la pression ne venait pas seulement du travail. Mon père m'a appelé plusieurs fois, d'une voix froide, exigeant que je partage la fortune avec la famille. Ce n'est pas seulement à toi, Axel, m'a-t-il dit. C'est pour toute la famille. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Je ne trahirai pas sa confiance, ai-je répondu. Un soir, je suis allé chez ma grand-mère avec un bouquet de fleurs à déposer sur la tombe de mon grand-père. Debout devant la stèle, le vent froid bruissait dans les pins. Grand-père, ai-je murmuré, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je te promets de faire de mon mieux. Une larme a coulé sur ma joue, mais j'ai aussi senti une force nouvelle monter en moi. Mon grand-père avait cru en moi, et je ne le décevrai pas. 4 ans se sont écoulés depuis le décès de mon grand-père, me laissant non seulement un portefeuille d'investissement de 5 millions de dollars, mais aussi l'immense responsabilité de transformer cet héritage en quelque chose de significatif. Ces années n'ont pas été faciles. Il y a eu des nuits où je restais éveillé jusqu'à en avoir les yeux brûlants devant l'ordinateur, à analyser des centaines de rapports financiers, à prédire les tendances du marché et à me demander si j'aurais la force de tenir ma promesse. Il y a eu des moments où j'ai cru que j'allais m'effondrer lorsque le marché s'est effondré ou lorsque la pression familiale pesait lourdement sur moi. Mais chaque fois que j'ai voulu abandonner, je me suis souvenu de ces paroles, « Soyez votre propre loup ». Et j'ai continué à me battre. Je savais que je ne pouvais pas simplement garder cet argent à la banque ou l'investir en toute sécurité. Mon grand-père ne m'avait pas légué cette fortune pour une vie facile, il voulait que je crée quelque chose de grand. J'ai compris que pour la faire fructifier, je devais prendre de plus grands risques et être plus intelligent. Je ne voulais pas seulement préserver ce patrimoine, je voulais le multiplier pour prouver qu'il avait raison. J'ai continué à travailler chez Blue Wave Investment, où j'ai appris les subtilités du marché boursier auprès de professionnels chevronnés. Mais je ne voulais pas rester analyste indéfiniment. Je rêvais de mon propre fonds d'investissement, où je pourrais prendre des décisions librement, soutenir de nouvelles idées et créer de la valeur. L'idée a commencé à germer. En près de 3 ans, mon portefeuille est passé de 5 à 10 millions de dollars, grâce à des investissements réussis dans un fabricant de batteries au lithium et une start-up de logiciels d'IA. Ce succès précoce m'a donné confiance, mais a aussi accru la pression. Je savais que je ne pouvais pas m'arrêter, non seulement pour mon grand-père, mais aussi parce que je voulais prouver que je pouvais y arriver sans mon père, sans personne. Au cours de ma 3e année, j'ai décidé de quitter Blue Wave pour créer mon propre fonds, baptisé Stone Venture en hommage à mon grand-père. J'ai loué un petit bureau dans le centre-ville de Minneapolis, juste assez grand pour 3 personnes, moi, Sarah, ma cofondatrice, et Mia, une jeune assistante. Nous avons débuté avec pour mission de soutenir les petites startups, notamment celles axées sur le développement durable et l'innovation sociale.
Je voulais que Stone Venture soit plus qu'un fonds à but lucratif, je voulais qu'il soit un héritage de valeur, comme mon grand-père me l'avait appris. Les premiers mois chez Stone Venture ont été une véritable épreuve. J'ai dû trouver moi-même des investisseurs, présenter mon projet à des personnes bien plus expérimentées et rivaliser avec des fonds plus importants. Certaines réunions se sont soldées par des refus catégoriques, « Tu es trop jeune, Axel. Ton fonds n'a pas d'historique, pourquoi te ferions-nous confiance ?» Mais je n'ai pas abandonné. Je me suis souvenu de l'époque où mon grand-père m'emmenait en forêt, m'apprenant que les chemins les plus difficiles mènent souvent aux plus beaux endroits. J'ai peaufiné mes plans, recherché des startups prometteuses et me suis forgé une réputation. Peu à peu, Stone Venture a attiré l'attention. Une startup dans laquelle nous avions investi spécialisée dans la production de matériaux recyclés a remporté un prix national, suscitant l'intérêt des médias. Un article de Forbes a qualifié Stone Venture de « jeune fonds visionnaire » et j'ai commencé à recevoir des propositions de partenariat de la part d'investisseurs majeurs. À la fin de la 4e année, notre portefeuille avait dépassé les 30 millions de dollars, un chiffre que je n'aurais jamais osé imaginer à mes débuts. Mais plus que l'argent, j'étais fier d'avoir bâti quelque chose qui m'appartenait, quelque chose que personne ne pouvait me prendre. Durant ces 4 années, j'ai gardé mes distances avec ma famille, non pas par manque d'amour, mais par souci de préserver mon cœur. Mon père a cessé de m'appeler pour réclamer mon partage de l'héritage, mais à chaque fois que nous parlions, il mentionnait toujours Ryder, nous comparant subtilement. Ryder vient d'ouvrir une nouvelle succursale à Chicago, a-t-il déclaré lors d'un rare dîner de famille. Son entreprise est en pleine croissance. Et toi, Axel ? J'ai esquissé un léger sourire. Je vais bien, papa. Mon travail se passe bien. Mais je n'ai pas donné de détails. Je ne voulais pas que mon père me voie à travers son prisme ou me juge sur ce qu'il pensait que je devais faire. Ma mère était la seule personne avec qui je restais en contact régulier. Elle m'appelait chaque semaine, m'envoyait des biscuits maison et me demandait toujours des nouvelles de Stone Venture. « Tu me rends fier, Axel », m'a-t-elle dit un jour d'une voix chaleureuse au téléphone. « Je sais que tu accompliras de grandes choses. » Ces mots étaient comme une brise apaisant les blessures de mon cœur. Je rendais aussi souvent visite à ma grand-mère, je déposais des fleurs sur la tombe de mon grand-père et je m'asseyais avec elle pour écouter des histoires à son sujet. Elle était devenue plus fragile, mais ses yeux brillaient toujours lorsqu'elle me regardait. « Tu fais la fierté d'Henri », a-t-elle dit en me tenant la main. Ne l'oublie jamais. Ryder, quant à lui, continuait de briller dans son monde. Sa start-up et ses applications de connexion avaient levé des dizaines de millions auprès d'investisseurs. Mon père vantait constamment Ryder lors des réunions de famille, le qualifiant d'héritier de la famille Stone. Mais par ma mère, j'ai appris que Ryder était en difficulté. Il avait développé son entreprise trop rapidement, manquant de vision à long terme, et certains investisseurs se retiraient. Cela ne m'a pas réjoui, mais cela ne m'a pas surpris. Ryder a toujours su se forger une image, mais il s'appuyait trop sur mon père et ses relations au lieu de relever les défis lui-même. Un après-midi d'automne, alors que j'étais au bureau de Stone Venture pour examiner le dossier d'une nouvelle start-up, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Axel, ton père veut te rencontrer », a-t-elle dit d'une voix inquiète. « Il dit que c'est important. » J'ai froncé les sourcils, pressentant quelque chose de menaçant. « De quoi s'agit-il, maman ?» Elle a hésité. « Je ne sais pas, mais c'est à propos de Ryder. Son entreprise est en difficulté. » Je me suis tu, sentant la tempête approcher. « Je viendrai », ai-je dit, même si je redoutais la confrontation. Ce soir-là, je me rendis à la vieille maison d'Adena. Le manoir était comme toujours, avec ses grandes baies vitrées et ses chaleureuses lumières dorées, mais je ne m'y sentais plus chez moi. Mon père était assis dans son bureau, derrière le bureau en bois familier. Ryder était là, l'air plus fatigué que dans mes souvenirs. Il était toujours beau, mais ses yeux avaient perdu l'éclat d'autrefois. Ma mère se tenait près de la porte et m'observait avec inquiétude. Mon père est allé droit au but. « Axel, l'entreprise de Ryder a besoin de capitaux. Un investisseur majeur vient de se retirer, et nous devons combler le manque. » Il m'a regardé, son regard non plus froid, mais implorant. « Tu as Stone Venture. Tu peux aider Ryder. » J'ai regardé mon père, puis Ryder, le cœur battant. « Tu veux que j'investisse dans l'entreprise de Ryder ?» ai-je demandé d'une voix calme mais tranchante. Ryder parla, la voix légèrement tremblante. « Axel, je sais qu'on n'est plus aussi proche qu'avant, mais j'ai besoin de toi.
Cette compagnie est tout ce que j'ai. Je l'ai regardé, lisant le désespoir dans ses yeux. Une part de moi voulait t'aider, mais une autre part, celle qui avait enduré le favoritisme de mon père et les comparaisons constantes, ne pouvait rester silencieuse. Ryder, je ne te blâme pas, ai-je dit, mais tu avais papa. Tu avais des relations. Tu avais tout ce que je n'avais pas. Maintenant, tu veux que je te sauve? Tu penses que c'est juste envers moi. Mon père frappa violemment son bureau. Axel, ne sois pas égoïste. On est en famille. Tu as hérité de 5 millions de dollars de mon père, et tu ne peux pas en partager une petite partie avec ton frère? Je me suis levé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas ton argent ni celui de ta famille. C'est l'héritage de grand-père, et il me l'a confié. Je l'ai fait fructifier par mes propres efforts. Je ne dois rien à personne. L'atmosphère de la pièce était pesante, prête à exploser. Ma mère s'avança et posa une main sur mon épaule. Axel, calme-toi. On peut parler. Mais je secouai la tête et me tournai vers Ryder. Je vais te présenter un conseiller financier. Il peut t'aider à restructurer ton entreprise, mais je ne peux pas investir. Tu dois te débrouiller seul, comme moi. Ryder hocha la tête, le regard empreint de gratitude et de douleur. Mon père me regarda, le regard empli de déception. Tu n'es pas l'homme que je pensais, Axel, dit-il. J'ai esquissé un léger sourire. Je n'ai pas besoin que tu me prennes pour quelqu'un. Je sais qui je suis. J'ai quitté cette maison avec un sentiment à la fois de soulagement et de douleur. J'avais choisi de protéger l'héritage de mon grand-père et de me protéger moi-même, mais je savais que j'avais perdu une partie de ma famille. Sur le chemin du retour vers Minneapolis, je me suis arrêté près d'une forêt tranquille et me suis retrouvé sous un ciel étoilé. Le vent apportait le parfum familier du pin. J'ai fermé les yeux, comme si mon grand-père était quelque part, là-bas, à me sourire. Je fais ce qu'il faut, grand-père, murmurai-je. Je vais continuer. Ces 4 dernières années, je n'ai pas seulement fait fructifier le patrimoine de mon grand-père, je me suis fait grandir moi-même. Stone Venture n'est pas seulement un fonds d'investissement, c'est la preuve que je peux tenir bon malgré les doutes de mon père, ma rivalité avec Ryder et les difficultés de la vie. Je suis devenu le loup que mon grand-père a toujours imaginé, fort, honnête et libre. Aujourd'hui, alors que je suis assis ici à raconter ma vie avec ses cicatrices et sa fierté, j'espère que vous trouverez une étincelle d'inspiration dans les jours où j'ai lutté. Je ne m'attends pas à ce que vous suiviez mon chemin, mais je vous souhaite le courage d'être vous-même, la résilience face aux tempêtes et la foi nécessaire pour suivre le chemin que vous avez choisi, aussi difficile soit-il. Vivez vrai, comme un loup dans la forêt, et ne laissez jamais personne éteindre le feu qui brûle dans votre cœur.